René Grousset écrit dans son livre L'Empire des steppes un turco-mongol. L'homme de la steppe, le brachycéphale à la grosse tête au torse puissant court sur jambes. Le nomade toujours en selle n'a guère varié à travers 15 siècles de razzia au détriment des civilisations sédentaires. Les tribus d'Altaï ont fondé moins de 100 ans après la mort d'Attila. Le célèbre primaire empire des Turcs, qui occupait presque tout le territoire de la Grande Steppe et s'étendait de l'océan Pacifique à la mer Noire. Les ancêtres de ces anciens Turcs faisaient partie du premier empire des Huns, fondé il y a plus de 2200 ans. Les dirigeants turcs sur de nombreux monuments écrits ont témoigné qu'ils étaient angriastes. Ils prétendaient que le pouvoir leur avait été donné par Tangra Andis ou Stengri. Le fait que la légitimation du pouvoir des souverains turcs était fondée sur la religion tangrienne montre que tangrisme à cette époque était leur religion traditionnelle et universellement acceptée par les peuples et des tribus des steppes. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu'Attila et ses Huns croyaient aussi en Tangra. Le tangrisme était la religion de Genghis Khan et d'Attila. On dit parfois tengrisme. Il a été pratiqué au XIIIe siècle du Pacifique aux Balkans. Actuellement, les Mongols sont devenus les bouddhistes. Le Kazakhstan et le Kirghizie sont devenus plus ou moins musulmans. Mais le tangrisme est toujours pratiqué en Sibérie, mais surtout en Yakoutie, mon pays natal. Tangra signifie Dieu. On prononce ce mot différemment. Tangra, Tengri, Tengeri, Tanri, etc. On prononce ce mot en yakoute Tangara. Tangara. On assimile symboliquement Tangra avec ciel bleu éternel. Regardez le drapeau bleu du Kazakhstan, mais je vous ai dit que Kazakhstan est un pays plus ou moins musulman. Les Yakoutie est la République Sakha de la Fédération de Russie. Son drapeau est purement tangris, d'ailleurs comme son armoirie. Un des symboles du tangrisme est le croix tangris. Ces croix tangris sont gravées sur le port du Parlement de la Yakoutie. Presque tous les Yakoutes participent à la grande fête du solstice d'été d'inspiration tangris. Regardez une prière de Genghis Khan en Tangra, du film d'Andrei Borisov. И воды Тенгиз, дарующий жизнь. Благословенно небо, Тенгри, Создатель мой. Я избрал путь следовать Твоему велению. Дай мне сил соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Тенгри, меч мой, научающий руки моей битве, щит мой, ограждающий от беззакония. Преклони небеса Твои и сойди, коснись гор, блесни молнии и рассей огненными стрелами врагов моих. Избавь мой народ и спаси от руки сынов иноплеменных, несущих погибель. Счастлив народ, у которого есть Твой закон. Счастлив народ, у которого небо есть Бог. Et maintenant, regardez les photos des prières des Yakoutes contemporains. La religion d'Attila et de Genghis Khan est toujours vivante. Genghis Khan se prononce en yakoute comme Чингис хан. Чингис ханы ягынан кихаймакы текеккелер алгыстак суол алхадиеттен ания дойдуга тарганнын. Mais pourquoi les Yakoutes vénèrent Genghis Khan? Eric Krubezi l'explique. Le puzzle semble donc se mettre en place. Au XIVe siècle, des cavaliers mongols auraient migré vers le nord, en remontant la Léna, et ils auraient trouvé les moyens de survivre dans cette région hostile. Les Yakoutes d'aujourd'hui sont bien les descendants des premiers arrivants venus de Mongolie et du sud du lac Baïkal vers le XIVe siècle. L'empire de Gengis Khan éclate.
Il y a beaucoup de tribus qui migrent vers l'ouest, ça c'est des éléments qui sont connus, mais il y en a certainement qui ont pu migrer aussi vers le nord. En effet, un des ancêtres les plus vénérés des Yakoutes, Elley Botor, est né vers 1370 non loin du lac Baïkal. La région du lac Baïkal se trouve à proximité du centre de l'empire des peuples des steppes fondé par Gengis Khan. Le code de loi Gengis-Khanite Yassa, promulgué en 1219, codifie des traditions, des lois et des interdits des peuples des steppes. Le Yassa de Gengis Khan était considéré par les peuples turco-mongols à l'égal d'un livre saint et avait pour eux une valeur religieuse. On continuait de le respecter longtemps après la mort de Gengis Khan comme les commandements divins. Ainsi les Yakoutes continuent aujourd'hui de vénérer l'eau et le feu comme l'exige le Yassa et on ne peut pas s'étonner que Gengis Khan a été divinisé dans leur religion. Les êtres célestes sont désignés dans la religion tangris yakoute par le terme Aïe. Le mot Aïe se traduit par création, c'est-à-dire les Aïe. Ces êtres célestes sont les créatures, les créations des Tengri, du Dieu, comme les anges dans la religion chrétienne. Lena Fedorova, de la Fondation internationale de recherche sur Tengri, explique que Aïe sont les âmes immortelles des ancêtres vertueux. Et ainsi on dit, les Aïe naissent sur la terre. Ensuite, il s'élève au ciel. Parmi les Aïe yakoutes, il y a plusieurs grandes personnalités de l'histoire des peuples turco-mongols. Odun Khan, que nous assimilons avec Madun Khan, fondateur du premier empire des steppes. Bilge Khan, Tankha Khan et autres personnalités de l'empire des anciens Turcs asiatiques. Жылға, таңқа, білге айылар бұд, аспыты, білінгені, келер кемнері, кескілі әхірет. Odun Khan'ın oğutunan Siriyetten barıdıtten epitiger simmitiger erçim tardıllan kellen. Ainsi, Madun Khan, le premier grand empereur des asiatiques, est aussi divinisé dans le tangrisme yakoute sous le nom Odun Khan. Voici le récit sur Madun de mon roman historique Les Amis d'Attila. Au reste du monde, nous sommes étonnés d'apprendre que tous les peuples de la grande steppe du Danube à la Chine parlent des langues proches et ont presque le même mode de vie. Onégès jette un coup d'œil sur les Romains puis regarde Lac, le prince et Lac aiment les légendes et les récits historiques. Demandons-lui de répondre à votre question. Il comprend le latin assez bien mais ne parle pas encore couramment. Je l'aiderai à traduire. Les yeux des Lacs se remplissent d'étincelles, excusez-moi. Mais je préfère effectivement écouter les épopées héroïques et les légendes que d'étudier les œuvres des auteurs grecs et latins. Il regarde Onégès en souriant. J'aime la chasse et les longs voyages. Nos ancêtres disaient que la force des Huns vient de leur fidélité aux traditions. Au reste du monde, on connaît les légendes sur Romulus, fondateur de Rome. En avez-vous de pareils sur vos ancêtres? Et Lac commence avec une certaine solennité dans la voix. Je vais vous parler de Modun, premier empereur des Huns. Il a vécu il y a 6 siècles. C'est un récit authentique, les Chinois et les Indiens aussi s'en souviennent très bien. Leurs marchands visitent souvent notre pays. Onégès commente brièvement. C'était l'époque des guerres punies, au début de la puissance de Rome. À la même époque, loin à l'est, les Huns, eux aussi, ont jeté les bases de leur puissance. Et là continue. Modun était fils d'un roi Hun. Sa mère est morte quand il était petit. Son père épousa alors une femme qui lui donna encore un garçon. La belle-mère, qui désirait que le futur roi des Huns soit son fils, décide de se débarrasser de Modun. Elle convainc le roi d'envoyer Modun comme otage à un peuple voisin. Puis elle réussit à provoquer la guerre avec ce peuple condamnant ainsi le petit prince à mort.
Mais cette combinaison sordide ne réussit pas. Le garçon montre un grand courage, réussit à s'enfuir et rentre chez Léon. Son père lui donne alors une armée de 10 000 cavaliers. Modin entreprend des réformes inconnues jusqu'alors dans la Grande Steppe. Le jeune prince divise son armée en détachements de 1110 guerriers, introduit une discipline de fer. Les soldats, vêtus en uniforme, avaient le même nombre de flèches. Salvien remarque, à cette époque d'abord Camille ensuite Marius ont introduit une discipline de fer dans l'armée, grâce à quoi la petite Rome a conquis l'Italie. Puis tous les pays et peuples voisins. Caustique, Conégèse intervient, il reste très peu de cette discipline. Maintenant les légionnaires n'aiment pas porter de cuirasse. Déjà, il y a 3 siècles. Ils ont commencé à trouver insupportable la lourdeur de leur armure qu'ils ont portée de moins en moins, puis ils ont obtenu l'autorisation de ne plus porter casque et cuirasse. Le lourd armement de leurs ancêtres est devenu insupportable pour leurs faibles mains. Les Goths et les Alains, sans parler des imbus guerriers, sentent les avantages des cuirasses. Ils battent facilement les soldats romains presque nus dont les têtes et les poitrines sont ouvertes. Oreste exprime son accord. Malheureusement, c'est vrai. Maintenant, la jeunesse italienne tremble au son de la trompette. Salvien le regarde avec désapprobation. Bien sûr, c'est vrai, mais pourquoi en parler aux étrangers? Élac continue après une pause un jour. Modun, pour vérifier la discipline de son armée, donna l'ordre de tirer sur sa femme aimée. Oreste s'exclame terrifié, sur sa femme aimée. Salvien, qui n'est pas encore marié, reste plus calme et demande quel âge avait alors Modun. Environ 16 ans. Le visage d'Élac devient maintenant sévère, presque féroce. Les guerriers tirent sur l'ordre. La jeune femme tombe percée de flèches comme un hérisson. Les officiers inspectent le nombre de flèches de leurs guerriers bien rangés. Ceux qui, par pitié pour une femme, n'ont pas respecté leur devoir de soumission militaire inconditionnelle, sont retirés des rangs et décapités. Oreste fronce les sourcils et Salvien serre les dents. Élac continue son récit. Depuis, les armées respectent une discipline de fer, sont divisées en divisions de 10 000 guerriers, de régiments de 1000 guerriers et de détachements de 100 et de 10 guerriers. Bientôt Modin avec ses guerriers éloigne du pouvoir son père et élimine sa belle-mère. Léon le proclame leur roi. Il réorganise toute l'armée, promulgue des lois strictes et justes. Tous les peuples voisins et l'empire chinois qui reconnaît l'empire des Huns comme une puissance égale et commence à lui payer un tribut. Onégé confirme. Les lois de Modin sont devenues des coutumes et sont toujours respectées. Les Huns pensent que Modun Khan est devenu la divinité de la destinée après sa mort. Taksim serimlergen aldı ben Kula oyun tuğmendim bürükkün Eleydüle şel turdu Sonan ben Riyeli basıp şatkan Alabaşıktay koyun para Gödey tüm serpildi Sol beken Yedil batır eldim namısı oluşanlar Aldrağı bunlar Yengizge şıyılgan Yengizgeli bunlar talva şıyılgan Şöytüplere
көк тәңірге сыйынған. Алтай тауы бесік болып тербетті, шарқыраған отпен су ішінде сарқыраған ер жетті. Бүткіл бұндылағандар мен қабыландары әкемеден қап отырды елімді елетемін де, жерімді көгертемін де. Оттай асау, оқтай ұшқыр атқа барды. Altayım! Altayım! Ben Altay'da kalam! Kalktım Karatay kalas, bastanızdı sanışayınız. Şarabın şeyiniz sanıştın, ne geçektim, ne unuttum. Жарда жоқ, доста жауымда, тұлғалдау мына дүние. Адамсыз оның мәніне, кеше көр мені Тәңірі, кеше көр мені Тәңірі. Оғланым, бектерім, қалың қалқым. Бүгінім мұнар, ертеңім түн болмасын деп тіледім. Көрер күнің мұң болмасын деп тіледім. Көк тәңірден осы соңғы тілегім.